Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Massamba Kane. Massamba Kane, c'est le président fondateur de senenews.com. C'est un site d'information qui est basé ici au Sénégal. Massamba Kane, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Fred Antewili, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus davantage pour nos internautes qui ne vous connaissent peut-être pas? Oui, très bien. Donc, on vous l'avait dit, hein, donc, moi, je m'appelle Massamba Kane. Je suis aujourd'hui le président fondateur du groupe CNews. Je suis avant tout un consultant en informatique spécialisé sur toute la partie web et j'ai eu une expérience assez diverse et variée en France dans plusieurs sociétés aussi bien diverses que variées sur des secteurs d'activité que sur des technologies différentes. Voilà. Justement, vous êtes basé en France depuis plusieurs années, c'est de là où vous avez lancé CNews. Dans quel contexte vous avez lancé ce projet CNews? Alors c'est une très bonne question parce que vous savez, moi je suis diplômé en ingénieur informatique. Et à la sortie d'école, la question qui se posait, c'est qu'est-ce que je peux faire pour participer à l'économie de mon pays, au développement de mon pays. Et c'est là où m'est venue l'idée de pouvoir créer un site internet. Un site internet à la base parce que je suis ingénieur en informatique et que ça rentrait dans mes cordes. Et vu à l'époque l'écosystème technique qui existait, les sites d'actualité qui existaient, donc on était vraiment au tout début, je me suis dit voilà, donc c'est là l'occasion de pouvoir allier l'utile à l'agréable et de pouvoir lancer un site d'actualité. Et c'est ainsi de suite au fur et à mesure que ça avançait, on a vu l'envie, l'appétit vient en mangeant comme on dit, du coup on a grandi jusqu'à aujourd'hui. Et très bien. Voilà. Est-ce que vous avez parcouru du chemin, parce que c'est depuis 2010, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de là où vous êtes ou bien vous vous attendiez à plus aujourd'hui en 2022? Alors, le monde du digital, c'est un monde qui évolue, qui bouge très rapidement. À l'époque, le contexte était différent. C'était vraiment de pouvoir participer. Plus on avance, plus on s'aperçoit que la technologie évolue et qu'il faudrait que nous soyons à la pointe de la technologie pour pouvoir répondre à des exigences, notamment pour les utilisateurs, qui vont utiliser l'outil bien sûr, mais vient s'imposer tout le reste, donc c'est-à-dire tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, qui arrivent avec des contextes assez différents. Donc forcément, le contexte initial est différent de ce contexte d'aujourd'hui. Et si on se base à ce contexte d'aujourd'hui-là, il y a éventuellement en fait, un grand chemin à parcourir encore. Donc on va dire qu'on n'a pas encore atteint, on n'est pas au niveau escompté pour aujourd'hui, mais à l'époque, quand on l'a créé, effectivement, on n'avait pas pensé que 10 ans après, on en serait là et que l'entreprise existerait pour être aujourd'hui une référence en termes de médias en ligne au Sénégal. Très bien. Alors, le Sénégal, sur le continent, fait partie des pays qui sont en avance d'un certain point de vue en termes de digital. Et l'exemple le plus concret, c'est qu'on a plusieurs centaines de sites Internet au Sénégal. Oui. Qu'est-ce que CNews offre de plus ou de différent que les autres? Alors, vous savez, bon, je pense que vous savez que carrément que sur ces aspects, sur la presse, entre guillemets, hein, la presse en ligne ou la presse écrite normale, c'est une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est vraiment de pouvoir définir les éléments sur lesquels notre équipe, nos publications ou les informations que nous partageons soient et restent sur une ligne bien définie et partagées pour qu'on puisse participer au développement et à l'éveil des consciences. Donc aujourd'hui, c'est les news, on est resté sur notre credo au début qui est de vivre l'actualité autrement. Vivre l'actualité autrement, c'est de ne pas pouvoir tomber dans la facilité, d'essayer de pousser, et d'ailleurs même, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un service premium. Le service premium qui permet à des utilisateurs de pouvoir s'abonner moyennant un certain montant et de pouvoir accéder à des informations qui sont un tout petit peu hors du cadre normal. Donc forcément, on essaie de définir une ligne éditoriale qui est spéciale pour CNews. Forcément, la concurrence elle est rude. Sur certains aspects, on essaie quand même de rester, de faire en sorte que à chaque fois qu'un utilisateur rentre sur CNews, qu'il puisse apprendre quelque chose. Parce qu'il y a quand même ce côté, tant qu'on sort des informations et que les utilisateurs peuvent venir et apprendre quelque chose en sortie, parce qu'il y a des informations forcément qui sont, on va dire, des informations d'actualité, qui ne rentrent pas dans le fond du sujet. Mais dès lors qu'on rentre sur CNews, on a d'autres actualités sur lesquelles quelqu'un qui souhaite aiguiser sa connaissance ou ses compétences sur un sujet peut aller creuser plus loin. Donc voilà, donc on essaie vraiment d'allier l'utile à l'agréable et de rester quand même un tout petit peu sur les fondements du journalisme et aussi du sérieux en fait que en tout cas, je pense qu'il est attendu sur toute la presse en ligne.
Très bien. Du sérieux, ça veut dire qu'il y a certainement de l'information sérieuse sur CNews. Alors, vous parliez tantôt du premium. Quel est le profil de ceux qui consomment vos informations premium? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on accepte de payer de l'information? Payer pour avoir de l'information en ligne? Alors, c'est une très bonne question. Hein. C'est vrai qu'au tout début, en 2017, quand on a lancé ce service premium-là, on s'était posé plusieurs fois cette question-là, de savoir est-ce que c'est quelque chose qui peut, dans quelques années, atteindre un niveau avec beaucoup de personnes qui peuvent adhérer à ce concept-là. Et depuis lors, effectivement, on a parcouru du chemin et on s'aperçoit que si on compare par rapport au monde occidental de manière générale, les utilisateurs ou les lecteurs là-bas sont à un niveau de connaissance déjà et ce qui les intéresse, c'est d'approfondir. Alors qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment sur l'instantané. On est sur l'instantané, donc c'est les habitudes en fait, de lecture qui sont totalement différentes. Mais heureusement que les Sénégalais, les Africains sont dans la diaspora et qu'on arrive à voir un peu partout des choses et que ces personnes qui ont voyagé, qui sont à l'étranger et même qui sont au Sénégal, qui sont aujourd'hui abonnés sur des sites en premium, ont besoin de pouvoir creuser plus ou moins un certain nombre de sujets. Et donc du coup, forcément, ces personnes-là, on doit les accompagner. Et du coup, ces personnes-là, on les a bien au Sénégal, à l'étranger. C'est des personnes, on va dire, qui sont d'un niveau intellectuel quand même je dirais pas élevé, mais en tout cas voilà, d'un niveau intellectuel au-dessus de la moyenne, donc qui cherchent à aller plus loin et qui ne se suffisent pas juste de l'information à l'instantané sans pour autant rentrer dans le fond du sujet. Alors, le Sénégal, je l'ai dit tantôt, c'est plusieurs centaines de sites d'information. Quel est le positionnement de CNews par rapport à ces centaines-là? Voilà. Alors, vous avez bien fait de rappeler que l'écosystème, c'est un écosystème assez divers et varié, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, et heureusement, parce que malheureusement, dans le sens où on peut se réveiller du jour au lendemain et créer un site web, heureusement, tout le monde a le droit d'entreprendre et tout le monde a le droit de pouvoir créer son site internet parce que aussi c'est des compétences partagées. Parce que le numérique, c'est la compétence aujourd'hui qui, plus on avance, la partie digitale et numérique seront partagées par quasiment toutes les personnes. Aujourd'hui, CNews se positionne dans le top 3 des sites au Sénégal, des sites d'actualité au Sénégal. C'est vrai que ce top 3-là, on va dire c'est un classement mouvant en fonction des périodes, en fonction... parce que vous savez que, tout simplement, aujourd'hui, l'écosystème est galvanisé, on va dire, par les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, qui, plus ou moins, entre guillemets, peuvent décider de la vie ou de mort, entre guillemets, d'un média, en fonction de comment je suis référencé dans les moteurs de recherche, comment je suis vu sur Facebook, comment je suis vu sur YouTube, sur Apple, sur mon application, et ainsi de suite. Donc, qui sont mis bout à bout les éléments qui, aujourd'hui, et ce n'est pas forcément qu'au Sénégal ou en Afrique, dans le monde, en fait, mis bout à bout, ces GAFA-là ont un fort impact, en fait, on va dire, sur les médias en ligne. Donc forcément, en fonction de la situation, en fonction des niveaux de suivi, des différents concurrents, des nouveaux sites web ou même de la concurrence étrangère, en fonction de ces éléments-là, c'est assez mouvant, on peut balbutier, monter deuxième, troisième, de temps en temps même, parce que voilà, la situation est complexe, parce qu'il faut être transparent quand même, il ne faut pas dire qu'on est le numéro 1, voilà, mais voilà, donc ça peut balbutier, et à un moment donné, on est resté très 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 longtemps au niveau 2, le deuxième site le plus visité au Sénégal. Alors je rappelle à nos internautes que nous recevons Massamba Kane, c'est le président fondateur du site d'information CNews, un site qui est lancé depuis 2010 et qui est en train de faire son bonhomme de chemin. Alors, Massamba Kane, les sites d'information, voilà, je l'ai dit, je le redis encore, il y en a une floraison au Sénégal aujourd'hui. Alors, quel est le modèle économique de CNews? Alors, le modèle économique, c'est tout simple. Hein. C'est comme tous les médias, en ligne, c'est la publicité. C'est la publicité qui fait vivre. La publicité via les grands éditeurs en ligne, les éditeurs en ligne, notamment Google, et aussi le marché local. Parce que le marché local, c'est un marché en balbutiement. Il y a plusieurs demandes. Il y a plusieurs entreprises qui commencent à digitaliser, qui commencent à comprendre l'importance que le numérique peut apporter à leur métier et qui finalement se tournent maintenant vers nous pour pouvoir avoir de la visibilité. Donc forcément, quand on parle de publicité, on parle de la publicité vidéo, la publicité display, donc ce sont les bannières qu'on peut afficher sur le site. On peut aussi parler de la communication, parce qu'aussi on est un site d'information et aussi on est un site de communication. C'est l'un des nombreux services
que le groupe CNews aussi vend à travers ces différents sites web que nous avons. Voilà, donc la publicité, la communication et la visibilité sur le site. Est-ce qu'aujourd'hui, les annonceurs préfèrent de plus en plus une communication digitale via les médias sociaux comme les vôtres ou bien les réseaux sociaux plutôt que la publicité classique avec les médias mainstream? Alors, c'est en fonction du public qui est ciblé. En fonction du public qui est ciblé, on peut adopter une stratégie qui peut être différente en fonction du temps, du moment, du besoin, comme je disais, en fait, de la cible. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que plus on avance, parce qu'au tout début, c'était vraiment je vais à la télé, à la radio. Maintenant, on y va en disant que je vais à la télé, à la radio et sur Internet. Ça devient en fait quelque chose, en fait, c'est l'Internet first, comme je dis en fait. C'est l'Internet first, c'est-à-dire que je vais d'abord sur Internet et après je me ramifie sur les autres médias classiques. Donc forcément, en fait, nous, on s'y retrouve, on arrive à grignoter, on va dire, un tout petit peu de part de marché, même si c'est compliqué, parce que, comme vous le savez, on est dans un écosystème où il faut avoir du réseau, il faut connaître. Il faut, pour que ce soit facile, voilà, c'est pas forcément facile, voilà, tranquille, voilà. Donc, il faut vraiment se rapprocher de ces personnes-là qui décident et de pouvoir négocier avec eux. Ça demande un effort considérable en marketing, en communication, et voilà, malgré tout, on arrive quand même à faire notre bonhomme de chemin et à continuer à exister aussi. Très bien. Alors, où se trouvent les lecteurs de CNews dans le monde? Alors aujourd'hui, CNews, nous avons 60 à 70% de nos lecteurs qui sont au Sénégal, ensuite la France, et après dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Donc bien évidemment dans les pays à connotation francophone notamment, mais aussi au niveau de la diaspora, parce que même si quand je parle de la diaspora, je fais référence à l'Italie, à l'Espagne, aux États-Unis, où il y a nos compatriotes sénégalais qui sont expatriés, qui sont de la diaspora et qui, eux, sont francophones, parce que c'est Google, je donne l'exemple de Google, ou Facebook, ou les réseaux sociaux, ils promouvoient des contenus par rapport aux settings, aux réglages qui sont faits sur le téléphone, et que forcément donc, des médias qui sont à connotation francophone sont plus proposés à ces compatriotes-là, même s'ils sont dans des pays plutôt anglophones. Est-ce qu'il y a déjà éventuellement des grands groupes qui sont intéressés par ce que CNews fait et qui vous ont approché pour vous proposer un rachat éventuellement? Oui, pour être transparent, oui. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mais vous savez, quand on a la fibre patriotique, j'ai envie de dire, on a la fibre patriotique, parce que... Ce sont des groupes étrangers? Oui, bien sûr, ce sont des groupes étrangers. Indépendamment du fait qu'il y a l'aspect pécunier, il y a aussi ce souci de savoir qu'est-ce que ce groupe a comme objectif en essayant de racheter CNews. Qu'est-ce qu'il va véhiculer comme message? Et quelle sera, moi, ma responsabilité? Mon rôle d'avoir permis d'avoir ouvert la porte à une entreprise qui, peut-être, sans pour autant avoir identifié ses objectifs qui sont peut-être sains ou peut-être malsains, on ne sait pas. Mais voilà, donc moi, cette responsabilité-là qui est de dire que je vais me débarrasser de CNews pour voir l'aspect pécunier, c'est quelque chose que j'ai relégué au second plan pour essayer quand même de rester et de continuer à faire grandir avec nos compatriotes au Sénégal, et bien sûr avec aussi nos confrères de la sous-région. Massamba Kane, est-ce que ce n'est peut-être pas parce que la proposition n'est pas assez grosse que vous avez refusé? Est-ce que c'est vraiment patriotique ou des raisons patriotiques? Bon, ils vous ont proposé combien? Non, ça je ne pourrais pas le dire. C'est clair, je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas le dire. Mais je pense que beaucoup de personnes auraient pu accepter ces propositions-là. Mais voilà, mais encore une fois, l'avantage c'est que quand on aime quelque chose et qu'on le fait parce que c'est une passion et qu'on cherche vraiment à développer, et que finalement le fait de pouvoir rayonner CNews et de voir qu'aujourd'hui on participe et qu'on fait partie des médias qui sont on va dire voilà, on va dire voilà, on ne peut pas se passer de ces médias-là quand on veut faire une campagne de communication, quand on cherche à faire passer une information, forcément ça, je pense que c'est le plus grand réconfort en fait, de pouvoir dire qu'aujourd'hui on peut voir des cas sur lesquels nous, à CNews, on peut en parler pour aider, pour permettre de décanter une situation, de voir des personnes sur lesquelles qui sont dans des situations où voilà, ils ont besoin qu'une médiatisation soit faite sur un dossier X ou Y pour qu'il y ait un avancé sur ce sujet-là, et que nous, on y participe.
je pense que c'est la meilleure... voilà, on ne pouvait pas attendre mieux que ça. Très bien. Le patriotisme, c'est important pour nous, Africains. Alors, est-ce qu'il y a des projets à venir dans le cadre de CNews ou bien dans le cadre de vos compétences qui sont le numérique, le digital? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, vous savez, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'aujourd'hui, le groupe a évolué, a grandi, parce que nous avons acquis 3 sites Internet, hein, donc metrodakar.net, Sunubuzz.sn et 11 d'Afrique, donc sur la partie sport, sur la partie divertissement et sur la partie actualité. Parce que quand même, il faut essayer de toucher le maximum possible les différents pans de la société. Et forcément, quand on parle de people et quand on parle de sport, c'est des choses qui intéressent nos compatriotes. Et sachant que CNews a vocation, lui, à être sérieux et à continuer à être sérieux, donc il faut des informations d'infodivertissement, de sport qui intéressent d'autres lecteurs sur lesquels on voulait se positionner. Et aujourd'hui, on arrive à se positionner dessus pour pouvoir faire évoluer. Donc forcément, le fait de faire grandir le groupe avec de nouveaux médias, avec de nouvelles stratégies, forcément, c'est quelque chose parce que ça nous permet forcément, nous, de pouvoir développer notre audience, mais aussi de développer notre part de marché. Parce que ce sont des sites qui ont chacun plusieurs abonnés, ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe a à peu près 5 millions d'abonnés dans les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose de pas négligeable. Donc, de chercher à grandir, de chercher à avoir, à plus se faire connaître, et aussi, surtout, de chercher à informer vrai et juste. C'est un des sacerdoces aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, hein, à l'ère du numérique, l'information est accessible à tout le monde, hein, et que plusieurs personnes, plusieurs personnalités peuvent se lever et dire qu'ils sont journalistes. Et ce qui est, je veux dire que c'est du journalisme citoyen, donc ce qui est plutôt positif en fait. Donc c'est pas à décrier ou quoi que ce soit, mais je veux dire qu'à cette terre-là, il peut y avoir toujours des aspects sur lesquels il faut être très patient. Donc là, nous, on essaie vraiment de s'organiser pour être beaucoup plus crédible qu'on ne l'était encore, pour justement que l'information qu'on puisse sortir sur CNews soit une information fiable et juste. Très bien. Une information fiable et juste, on en a besoin. Alors, on est à l'ère du numérique et justement, ça va très vite. Tout le monde peut s'improviser journaliste, c'est-à-dire producteur et diffuseur de l'information parce qu'il a son smartphone, parce qu'il a son iPhone, ainsi de suite. Alors, quelle est pour vous la parade pour faire face aux fake news? Parce que tout le monde veut informer, tout le monde veut être journaliste et tout le monde veut être le premier à donner l'information. Pour vous, c'est quoi la parade? Alors, pour moi, la parade, elle n'est pas dans la sanction. Elle n'est pas dans la sanction pure et dure. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui donne une fake news, il faut essayer de l'inviter à répondre à des convocations policières, etc. Il faut d'abord anticiper, c'est dans l'anticipation, ce n'est pas dans la sanction. Il faut anticiper. Anticiper, c'est quoi? Anticiper, c'est réguler. Et il faut une régulation. Aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, il n'y a pas une régulation assez forte qui est mise en place aujourd'hui dans le domaine où nous exerçons. Ce qui est dommage, parce que nous, notre objectif, pour nous, en tant qu'entreprise, c'est de pouvoir être sûr que, parce que, mine de rien, nous employons des personnes, nous sommes aujourd'hui 25 personnes à CNews, nous payons des impôts, donc ne serait-ce que peu par rapport à tous ces aspects-là sur lesquels on participe aujourd'hui à la vie de la société, on souhaite qu'il y ait une régulation, on souhaite que notre métier, notre milieu soit protégé et qu'on puisse se projeter, en fait, qu'on puisse se dire que voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourra être à tel niveau. Aujourd'hui, avec ce manque de régulation-là, et que tout le monde qui s'improvise, et encore une fois, c'est pas le fait de décrier ça, mais c'est juste de les aider, de les accompagner pour qu'ils comprennent, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent qu'il y a une formation de base à faire pour s'autoproclamer journaliste, pour avoir les compétences de le faire, pour analyser, pour pouvoir décrypter un certain nombre de situations. Donc il faut réguler d'abord, il faut réguler, il faut aider, il faut accompagner, il faut former, surtout, et éviter la sanction, pour que la partie fake news soit de plus en plus réduite. Très bien, très bien. Les fake news, bon, le journal peut parfois se tromper de bonne foi, mais sauf que quand on parle de fake news, parfois l'intention est claire de donner une fausse information pour manipuler l'opinion, notamment en période d'élection. Et c'est ainsi d'ailleurs en France, chez vous, se sont spécialisés dans ça. C'est de cela que nous parlons. Effectivement. Pas que le journaliste qui se trompe. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect occulte, où aujourd'hui, parce que là, on part que... Parce que même si on suppose que c'est une organisation, est-ce qu'on a les preuves réelles, concrètes que c'est une organisation qui existe, qui est là pour faire de la fake news? Parce que là, quand on parle de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie,
On peut voir à tout va que voilà, certains au Mali ils positionnent des fake news pour se positionner sur X, Z raison. Ce sont des entités, des États aussi qui ont des politiques. Et parce que tous les États n'ont pas d'amis, donc des intérêts. C'est pour défendre leurs intérêts aussi. Donc chacun a sa politique. Et c'est comme quand on parle de cybercriminalité, quand on parle d'usage de faux comptes sur Internet. Parce que là, on ne parle même pas de fake news, en fait. On parle d'usurpation d'identité. Donc, encore une fois, c'est quelque chose, en fait, sur lequel la régulation, elle est d'abord, je suis d'accord, hein, elle est d'abord politique. Parce qu'il faudrait, encore une fois, que ce soit politique. Parce que dès lors qu'on n'est pas capable, dans un premier temps, de faire le distinguo dans un premier temps entre les utilisateurs, qui sont les utilisateurs qui sont capables de donner les bonnes infos, et ceux qui travaillent dans les fake news, je ne pense pas qu'à un niveau beaucoup plus élevé, qu'on puisse avoir cette capacité, nous en tout cas aujourd'hui au Sénégal, à dire que voilà, les entreprises, les grosses entreprises qui actent ou qui suivent vers la partie... parce que finalement, pourquoi je dis ça? Parce que ces grandes entreprises-là, finalement, tout simplement quand on regarde aujourd'hui l'écosystème, ces grandes entreprises, ils font passer ces messages via d'autres sites internet. Finalement, en fait, c'est au niveau plus bas. Parce que s'il y a une entreprise qui est spécialisée sur la partie pour faire du fake news, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, la personne qui reçoit l'information avant de la retraiter sur son site est conscientisée que cette information-là, elle peut être à caractère fausse, donc là, je pense que le travail, il est gagné en fait là. Il faut vraiment qu'au niveau le plus bas, que les personnes qui relayent ces informations-là soient formées et puissent identifier et distinguer et différencier qu'est-ce qu'une fake news d'une vraie information. Et il est là le challenge en fait. Il n'est pas d'aller voir les... Exactement, c'est la question de la formation, de l'anticipation, de la régulation. Et je pense qu'il est d'abord là, le premier acte à poser avant de pouvoir aller... C'est d'ailleurs pour ça que ces années... On parle de plus en plus de fact-checking, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a existé depuis plusieurs décennies, sauf que voilà, avec l'avènement du numérique, ça devient beaucoup plus urgent de le faire. Alors, Massamba Kane, quel regard jetez-vous sur la presse en ligne de manière générale au Sénégal, l'environnement de la presse digitale? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, comme je disais, hein, je pense qu'il nous manque de la régulation. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Au-delà du fait qu'il faut saluer certains efforts, parce qu'encore une fois, il faut que chacun puisse entreprendre s'il le souhaite. Quelqu'un qui souhaite lancer son site internet pour pouvoir faire une activité, je pense qu'avec de bonnes intentions, il peut être rattrapé par peut-être de mauvaises ou autres, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il nous faut de la régulation. Il nous faut que le code de la presse, tant attendu, tant parlé, prenne en compte nos besoins, nos exigences, nos attentes. En l'état actuel, ce n'est pas le cas. Le nouveau code de la presse ne prend pas suffisamment en compte la presse en ligne. En l'état actuel, le nouveau code de la presse ne prend pas suffisamment en compte le digital. Quels sont les points sur lesquels vous avez des reproches? Aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'exemple des youtubeurs qui se considèrent comme des journalistes, on les met où? Ils sont pris comment? Ils sont considérés comment par le code de la presse? Moi, en tout cas, à ma connaissance de la lecture de ce que j'ai sur le code de la presse, il n'y a pas encore de choses qui soient assez détaillées sur ces aspects-là. Et indépendamment même de ces youtubeurs ou de ces tiktokers-là, il faudrait vraiment que la réflexion soit d'abord digitale. Parce que le digital va rentrer dans tous les métiers. Il faudrait qu'on réfléchisse d'abord à comment le digital peut permettre d'anticiper le maximum sur plusieurs domaines. Là, on parle de la presse, mais il y a d'autres activités sur lesquelles le digital devra permettre de pouvoir anticiper et d'être beaucoup plus serein. Et aujourd'hui, la réflexion qui a été faite, elle a été faite sur comment faire en sorte que les sites internet et limiter la réflexion aux sites internet, aux réseaux sociaux, c'est peut-être méconnaître, entre guillemets, l'impact que le digital... Parce que quand on parle de digital, on parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, on parle de machine learning. Donc, c'est des choses beaucoup plus évoluées sur lesquelles ça évolue très rapidement. Et dans les 2, 3 ans, 4 ans à venir, le code de la presse devient obsolète. Devient obsolète parce que ces éléments-là, ils ont été mis de côté ou peut-être par connaissance ou méconnaissance, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ils ont été mis de côté et qu'il faudrait revoir. Et sachant que l'ancien code de la presse, par rapport à celui-là, donc il y a eu plusieurs années, voire des décennies qui ont passé avant qu'il y ait des changements. Donc moi, j'aurais tendance à dire que voilà, la réflexion devrait être plus globale pour prendre en compte tous ces aspects-là. Et vous, en tant qu'acteur de la presse en ligne, justement, est-ce que vous avez fait des propositions et envoyé à ceux qui ont travaillé autour de ce projet-là? Alors moi, à titre personnel, non.
Moi, à titre personnel, non, parce que j'ai pas eu l'occasion. Il y a une organisation de la presse en ligne. Alors, il y a l'association de la presse en ligne qui devrait faire son job et qui ne le fait pas. Il faut le dire, hein, l'association de la presse en ligne ne fait pas son job. Voilà. Est-ce que vous leur avez fait des propositions? Ah, mais carrément. Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont peut-être pas conscience. Moi, je dis qu'une entreprise, une association de presse qui demande au président de la République de ne pas faire un troisième mandat, il faudrait commencer d'abord par respecter d'abord ces préconisations d'abord en interne, d'abord avant de donner des conseils au président de la République. Donc, quand on va voir le président de la République en disant « Écoutez, monsieur le président, vous ne devez pas faire 3 mandats », écoutez, mais il va dire « Mais vous êtes des rigolos, bah, réglez vos problèmes de mandat dans une association avec votre niveau à une échelle plus bas avant de venir me voir. » Là-bas aussi, il y a un problème de mandat qui se pose. Il y a un grand problème de mandat qui se pose. Et il faut le dire. Hein, il faut le dire. Oui. Cette association de presse-là qui existe, elle n'est pas pour l'intérêt de la presse en ligne. Pour moi, une association, elle est là pour aider, pour accompagner. Il faut que les journalistes aient des mutuelles. Il faut que les journalistes puissent, en cas d'accident, être pris en charge. Il faut que les journalistes puissent préparer leur retraite. Aujourd'hui, plusieurs médias embauchent du personnel sans aucun contrat. L'association, elle est là. Elle devait être là pour combattre ces problématiques-là, ces failles-là, pour aider les journalistes, pour pouvoir être dans des conditions plus adéquates. Mais elle n'est pas là pour enrichir ou pour être le porte-voix des patrons de presse. Oui, les patrons de presse, d'accord, mais les patrons de presse, ils doivent d'abord se battre pour leurs équipes, pour leurs effectifs. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, ce sont des problématiques intéressantes que vous soulevez, mais moi, je me dis encore une fois, est-ce que vous les avez sensibilisés? Peut-être qu'ils n'en ont pas conscience comme vous. Pour ma part, oui. Pour ma part, oui. J'ai sensibilisé et j'ai encore sensibilisé. Pour ma part, à titre personnel. Je l'ai fait, oui. Je pense que, voilà, on se connaît tous dans ce monde-là et que, voilà, malheureusement, là, ce que je dis là, ça va être diffusé, mais je pense qu'ils vont comprendre que là, ce que je dis là, je n'ai pas besoin de tourner autour du pot pour passer le message. On a besoin que cette association-là, ou que ces associations-là, soient réglementées et qu'on puisse se battre pour l'intérêt des journalistes et pas pour les patrons de presse. Très bien. L'intérêt des journalistes, oui. Alors, on avait prédit la disparition de la presse papier avec l'avènement du numérique, mais on se rend compte que la presse papier résiste toujours. À votre avis, jusqu'à où elle résistera? Est-ce qu'il y aura toujours cette coexistence pacifique entre la presse en ligne et la presse papier, ou bien il y aura des changements dans les années à venir? Non, moi je pense que je suis pas d'avis que la presse papier disparaîtra. Je pense qu'elle va continuer à exister parce que il faut de la matière. Il faut de la matière pour lire, il faut de la matière pour certains, pour assimiler un certain nombre d'informations. Et c'est pareil en fait, que ce soit la lecture de manière globale, parce qu'aujourd'hui, tous les livres sont quasiment digitalisés. On peut les trouver sur Internet, on peut les installer sur des applications et lire ces livres-là. Et je suis partisan du fait que la presse écrite continuera à vivre. Peut-être avec une zone de turbulence qui va être assez importante, parce que personne ne saura anticiper les éléments sur ces aspects-là. Mais à mon avis, la presse écrite continuera à exister et aura toujours son bonhomme de chemin à faire. Alors, vous qui êtes spécialiste du numérique et tout ça, et comment est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour régler la question du chômage qui est prégnant en Afrique? Moi, j'ai toujours dit que le digital, c'est la solution. C'est la solution pour le chômage. Le digital, le numérique sont les solutions pour le chômage. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun métier sur lequel il n'y a pas ce besoin en digitalisation. Aujourd'hui, si on avait opté pour former nos jeunes sur la partie digitale, qu'ils maîtrisent les nouvelles technologies et qu'ils soient capables de développer de nouveaux services sur ces aspects-là, je pense que plus on avancera, plus ce métier prendra du poids et qu'on répondra le maximum possible à un chômage. Parce que moi, je regarde par exemple, nous, ce que nous faisons aujourd'hui sur Internet, même si on parle de la presse papier. La presse papier, c'est quoi? La presse papier, donc là, je ne parle même pas de la presse en ligne. La presse papier, c'est d'abord des journalistes qui vont aller saisir leurs outils sur des applications qui leur permettront de pouvoir traiter, de faire de l'infographie, de faire des montages, de pouvoir les sortir. Donc tout ça, il ne faudrait pas que ce soit maintenant le digital, ce soit quelque chose qui soit mis de côté par rapport aux différentes formations que les jeunes font. Il faudrait que le digital rentre dans les mœurs. Il faudrait que les jeunes soient formés au tout début, indépendamment du métier sur lequel ils veulent s'orienter, à utiliser le digital. Et une fois qu'ils savent utiliser le digital, c'est là qu'ils pourront développer des services. Et aujourd'hui, cela permettra de résorber le maximum possible le chômage.
Donc, il faut que le numérique, l'informatique fasse partie de la formation dès le bas âge. Exactement. De manière classique. Exactement. Il ne faudrait plus que ce soit une option. Voilà. Faudrait plus que ce soit une option. Comme on va à l'école dès le bas âge et qu'on apprend le français et qu'on apprend après l'anglais, il faudrait que l'informatique soit quelque chose. Et quand je parle d'informatique, je ne parle même plus de l'informatique en tant que telle. L'informatique, la programmation, le développement web, le développement d'applications, que ce soit des choses assez poussées sur lesquelles les jeunes peuvent sortir et avoir des compétences qui vont avoir un réel impact aujourd'hui sur la vie de tous les métiers au niveau du Sénégal. Oui, alors, on parle du numérique, en parlant de numérique également, on parle un peu intelligence artificielle. Alors, comment est-ce que, je ne sais pas, on dit que dans les années à venir, il y a beaucoup de millions d'emplois qui vont être perdus. D'ailleurs, ça a commencé au Japon, aux États-Unis, en Chine. Voilà. Comment est-ce que l'Afrique peut traverser cette période-là où la caissière dans le supermarché peut perdre son emploi, même les journalistes, parce qu'il y aura des robots qui vont écrire des articles, risquent de perdre leur emploi. Alors, comment est-ce que vous voyez cette évolution-là et où est-ce que l'Afrique se positionne? Alors, j'aime bien l'exemple, là, les journalistes vont perdre leur emploi et les robots vont écrire. Vous savez que c'est quelque chose qui existe déjà, en fait, ce truc-là. C'est même pas... Aujourd'hui, quand on parle de la sémantique, parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple, quand on regarde les moteurs de recherche, comment ils fonctionnent. Le moteur de recherche, il n'est pas capable de dire, voilà un titre, voilà une image, ça c'est le chapeau, ça c'est la conclusion, ça c'est ce qu'on appelle la sémantique web. Et la sémantique web, ce sont des métadonnées que quand on publie un article sur Internet, on rajoute des métadonnées qui sont liées à un titre, à un chapeau, à une image, à une conclusion, à un texte, à un lien, et que finalement, avec cette sémantique web-là, l'intelligence artificielle donc, qui vient s'y greffer, ça permet de pouvoir faire tous les liens qui puissent exister. Aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement, par exemple, de Wikipédia. Wikipédia fonctionne dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on regarde un article sur Wikipédia, quasiment, on a tous les éléments sur la personne qui sont automatiquement rassemblés en un claquement de doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine sémantique qui a été positionnée et qui est capable aujourd'hui d'écrire des articles du français qui n'est pas corrigé et sans quasiment aucune faute et qui soit intelligible, bien évidemment par l'humain et aussi par la machine. Donc forcément, l'intelligence artificielle a déjà commencé son bout de chemin. Et là, on parle maintenant de machine learning. Voilà, donc on va encore beaucoup plus loin. Et c'est d'où l'importance pour nous. Parce que quand on regarde l'exemple aujourd'hui, nous, en Afrique, sur la partie 4G, par exemple, quand on fait la comparaison avec ce qui s'est fait en Occident, où ils avaient initialement passé sur l'objectif de mettre en place, de fibrer, d'installer des fibres optiques un peu partout, nous, on a sauté quasiment cette étape-là, parce que la fibre optique, et on est parti à l'ère de la 4G. Donc, on a sauté cette étape, on a pris de l'avance par rapport même à ces pays occidentaux-là. Donc, il faudrait qu'on sache, dès maintenant, exploiter cette avance-là, parce qu'eux, ils sont en train d'utiliser la fibre et tant qu'ils n'ont pas rentabilisé ces investissements qu'ils ont faits, ils ne vont pas 100% promouvoir le fait de passer totalement sur la 4G ou sur la 5G. Donc nous, on a cette avance-là. Donc le fait d'avoir cette avance-là, ça devrait nous montrer que le fait d'anticiper le maximum possible sur ces aspects-là, d'anticiper et aussi de se doter des compétences. Parce que, indépendamment du fait qu'on puisse anticiper ou pas, encore une fois, comme je dis, les États n'ont pas d'avis, ils ont des intérêts. Donc nous, tant qu'on n'est pas capable, nous, de développer et de défendre nos propres intérêts sur ces aspects digitaux, en fait, on sera toujours largué au second plan. Il faudrait vraiment que ce soit une question politique et que ce soit une envie de nos dirigeants, que ce soit une envie de nos experts aussi à pouvoir former les jeunes à maîtriser ces compétences-là pour que demain, on puisse être dans des meilleures conditions pour pouvoir concurrencer sur ces aspects intelligence artificielle. Très bien. Alors, Massamba Kane, je sais que vous êtes basé en France depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a un projet de retour ou bien comment est-ce que vous travaillez avec l'Afrique? Moi, je suis intéressé par les questions d'entrepreneuriat des jeunes. Comment est-ce que vous participez avec votre parcours et vos expériences sur le continent? Alors, je pense que tous les Sénégalais, en fait, moi je ne connais pas de Sénégalais qui n'a pas cette envie de retourner au Sénégal pour venir travailler. Donc je parle des Sénégalais parce que c'est l'environnement que je maîtrise et que je côtoie beaucoup de Sénégalais en France. Aujourd'hui, il faudrait que les conditions du retour soient favorables, soit que ceux qui veulent investir puissent le faire. Et aussi, il faudrait que les personnes qu'on trouve aussi sur place puissent nous accompagner à le faire. Parce que pléthore de Sénégalais, il y en a qui souhaitent revenir, mais qui te disent, en fait, je n'ai pas une personne de confiance. Je ne sais pas comment, ou même des expériences qu'on entend de personnes de Sénégalais qui ont investi, qui sont revenus et qui se sont fait, entre guillemets, rouler la farine et qui retournent les mains vides. Je pense qu'en fait, c'est un écosystème. En fait. Il faudrait vraiment que
que l'on sache, qu'on soit tous conscients en fait, du fait que les Sénégalais veulent revenir. Les Africains, même de manière générale, veulent revenir. Mais il faut que les conditions politiques, les conditions sociales, les conditions politiques et sociales soient réunies pour que qu'on puisse avoir le courage de le faire. Moi, je le fais parce que là, je suis là, donc j'entreprends avec depuis plusieurs années. Mais je pense que plusieurs autres Sénégalais sont dans le même contexte, dans la même situation. Ils souhaitent revenir et que malheureusement, il y a plusieurs éléments qui font qu'ils ne sont pas forcément rassurés sur le fait de dire que voilà, moi j'ai une situation quasiment stable ailleurs. Si je laisse quelque chose de stable et que je vais, forcément le risque zéro n'existe pas, mais que ce soit un risque maîtrisé. Et par contre, de dire que je laisse tout pour aller m'exposer à un risque maximum qui est très élevé est assez compliqué. Voilà, donc c'est un appel du cœur que je fais, mais vraiment pour que l'écosystème puisse évoluer, puisse changer et que le système fiscal, les systèmes d'investissement puissent être assez attrayants plutôt pour les Africains, pour qu'ils puissent revenir en Afrique investir, parce qu'il y en a qui veulent le faire, mais ils ne sont pas poussés, ils ne sont pas motivés et finalement tout est politique entre guillemets. Voilà, c'est une question politique et il faut que les décisions politiques suivent dans ce sens. Alors j'espère que les autorités nous suivent et qu'ils entendront vos suggestions. Alors nous avons commencé par CNews, il faut qu'on sorte par CNews. Aujourd'hui, CNews, c'est quoi sa valeur? CNews vaut combien aujourd'hui? CNews vaut de l'or. L'or aussi, on peut l'estimer sans prix. Non, mais après, pour moi, en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que CNews va apporter à la société. Oui. Voilà. Donc, tant que nous, on est capable et qu'on pousse vers la conscientisation, vers les pratiques des bonnes mœurs, vers l'épanouissement intellectuel, voilà, je pense que c'est un apport au-delà du fait de pécuniairement ou financièrement combien on pèse, mais qu'est-ce qu'on apporte réellement à la société. Et je pense que voilà, moi je préfère me positionner sur cet aspect-là, voir qu'est-ce que je peux apporter. Parce que le jour où CNews n'apportera pas de valeur ajoutée à la société, pour moi c'est là où ça ne vaudra pas forcément plus grand-chose, quel que soit l'aspect financier qui peut suivre derrière. Voilà, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut apporter à la société et comment on peut accompagner nos jeunes, nos frères à pouvoir s'épanouir, à pouvoir former une carrière, à pouvoir se préparer pour la retraite aussi, parce que tout ça, c'est des choses qui se font, qui se préparent et que voilà, petit à petit, il faut essayer de le faire et que j'exhorte et j'invite aussi tous mes collègues qui sont dans le domaine-là de pouvoir aussi vraiment pouvoir accompagner les jeunes dans la formation de carrière, dans les bonnes orientations et que voilà, ce soit l'humain qui soit d'abord dans le cœur des projets avant que ce soit d'autres aspects autres. Voilà. Massamba Kane, merci. Une bonne réponse pour entrepreneurs africains. Il y a des questions auxquelles les entrepreneurs africains ne répondent jamais. En tout cas, je vous remercie, chers téléspectateurs. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous êtes sur Africa Globe TV et nous sommes ici dans les studios de CNews avec le directeur, le président fondateur Massamba Kane. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup.